Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi, consacré à l'actualité, notamment l'actualité qui s'articule autour de la révision constitutionnelle opérée par la représentation nationale le 14 novembre dernier en République du Bénin. Depuis quelques jours, les députés de la mouvance présidentielle, les membres du gouvernement, conjointement, sillonnent le pays pour des séances de sensibilisation et d'information sur les innovations apportées dans cette loi constitutionnelle. On en parlera ce samedi dans le décryptage avec Emel Guérin. Il est consultant en gestion de crise, en communication et en géostratégie. Il sera face à Distel Amousso, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux ADSS. Avant de les retrouver pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE qui est bel et bien la promotrice de ESAE TV. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Emel Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Achirou. Merci d'être des nôtres désormais sur Info Hebdo. Avec plaisir. C'est un plaisir de vous avoir ce matin sur nos plateaux, dans nos studios également. Consultant en gestion des crises, en communication et en géostratégie. Distel Amousso, bonjour. Bonjour Kader, bonjour cher ami, et bonjour amis internautes. Consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Alors, Emel Guérin, je démarre par vous. Quel regard portez-vous sur ces campagnes d'information conjointement animées par les députés de la mouvance présidentielle et les membres du gouvernement? Mais je pense que toute démarche d'information, démarche de sensibilisation de la population n'est pas une mauvaise chose. Il faut que les populations se sentent proches de leurs élus, des politiciens. Mais c'est vrai que dans ce contexte-là, à mon avis, c'est ce qu'ils auraient dû faire. D'abord, sensibiliser, vulgariser les tests à inclure dans la nouvelle constitution aux populations avant de le faire. Bon, maintenant qu'ils l'ont fait d'abord avant d'y aller, ça ne change pas grand-chose. Et comme d'habitude, nous sommes en face des politiciens qui militent pour leur baraque, qui militent pour leur compte. Et puis, et si par exemple, je me suis posé la question, si dans leur sensibilisation, et qu'ils constatent qu'il y a une frange importante de la population qui n'était pas d'accord, est-ce qu'il peut faire demi-tour? Il ne peut pas faire demi-tour. Donc, c'est un fait accompli. On veut mettre la population devant le fait accompli. Et donc, pour ma part, je dis, bon, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Distel Amousso, est-ce que vous pensez que les populations sont mises devant le fait accompli? Pas du tout. Pas du tout. Et je l'observe à partir de l'engouement que je note à chaque étape de chaque délégation mixte, gouvernement, acteurs politiques, députés,
À chaque étape, je note une sorte d'engouement au niveau des populations. Je note une disponibilité à la réceptivité de l'information. Et je note une participation de ces populations-là, en tout cas pour les images que j'ai vues du nord au sud. Oui, j'ai entendu dire qu'on aurait dû avant de. C'est une option. En situation de classe, pour les enseignants, ils savent qu'on peut commencer par énoncer, n'est-ce pas, l'item du jour, captiver l'attention des apprenants et dérouler son cours à travers, n'est-ce pas, les démarches d'explication. Ce qui se fait là s'articule autour de 3 thématiques: l'information, l'éducation et la communication. On le dit simplement, l'IEC. Et donc, le gouvernement, l'État béninois, pour ainsi parler, est dans la juste mesure, la juste proportion. J'ai entendu une sorte de questionnement. Et si, sur le terrain, les populations n'adhéraient pas, Oui. n'apportaient pas leur caution à la démarche, Oui. les dispositions et légales que nous avons dans notre pays, notre charpente, n'est-ce pas, de dispositions électorales, pas électorales, les législatives, Oui. donnent la possibilité d'une seconde lecture, donnent la possibilité du regard de la Cour constitutionnelle pour voir la constitutionnalité d'une loi votée. Et en dernier ressort, le chef de l'État lui-même, il observe, il regarde, il écoute ses populations, son peuple, pour voir s'il promulgue ou pas. Voyez-vous, donc, il n'y a pas de fait accompli. Sinon, pour moi, ce serait aller trop vite en besogne. Et malgré, est-ce que vous pensez que la population vers laquelle les délégations se rendent, est-ce qu'elles comprennent véritablement les enjeux autour de ce qui leur est évoqué? Non, vous savez que c'est faux, c'est très faux même. Ça, c'est des discours politiciens, vous comprenez. Nous avons une grande partie de la population qui est analphabète. Et même ceux qui estiment qu'ils ont été à l'école ne comprennent pas grand-chose en matière politique. Si nous voulons mener un débat technique, un débat scientifique intellectuel, ils ne comprennent rien. Et même ceux qui ont voté les lois, ne savent pas grand-chose. Ça, c'est la vérité. Cela dit, vous savez, si par exemple l'opposition aussi dit, je vais sortir, je vais rassembler, elle va rassembler autant que ça se fait. Donc, ce n'est pas le fait de rassembler les gens, encore que historiquement, il est prouvé que toutes les révolutions à travers l'humanité ont été faites par la minorité. La majorité n'a jamais fait de révolution. Je suis d'accord. Jamais. Donc, cela dit, pourquoi il me dit, pourquoi avoir fini de voter la loi, et c'est fait. Alors, quel est le baromètre qui va permettre à ceux qui sillonnent le pays pour la simulation de savoir que les populations ne sont pas d'accord? Le seul baromètre, c'est la présence, c'est le fait de remplir les salles ou les lieux. Ça, le peuple dit, toute la population est d'accord. Or, en réalité, en matière politique, le seul baromètre serait un référendum pour savoir si tout le monde est d'accord ou pas. Ça, c'est scientifique. Vous avez ici bien dit que le gouvernement a fait un choix, a fait une option qu'il faut respecter. Mais à la longue, dans l'application, nous verrons bien si c'est une belle option que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont fait. Parce que là, ça frise un peu le mépris du peuple, le mépris du vote, de l'électorat. Alors que quand nous voyons un peu le système démocratique et électoral de tous les pays, je parle du monde, il y a à dire là-dedans. Parce que j'ai, par exemple, quand vous prenez la dernière élection présidentielle, s'il vous plaît, il y a moins de 2 millions qui ont voté pour le président actuel. Nous sommes 13 ou 14 millions. Donc, on a à dire là-dessus. S'il vous plaît, avec 4 millions de votants. Mais d'accord. Il faut le dire. Est-ce que vous prenez 4 millions? Non, non, nous n'avons pas 13 millions de votants. Non, c'est faux, pas 4 millions. 4 millions d'inscrits. Vous revoyez vos notes très bien. Oui, d'inscrits, c'est-à-dire en capacité de voter. Mais ils n'ont pas voté. Ça veut dire quoi? Donc, ça 4 veut millions dire de 13 millions. Ça veut dire que nous avions déjà un système baroque qui ne prend pas en compte les aspirations des peuples. C'est ça la réalité. Il ne faut pas le nier. Ils savent que c'est factuel. Le Bénin n'est pas un apanage, mais c'est le fait ainsi. Bon, maintenant, on me parlera certainement un peu du contenu de la loi, mais la procédure telle que c'est fait,
C'est comme si on n'a pas le peuple, on peut faire, on vient lui dire, on a fait. Parlons de procédure avant de revenir vers Distel Amoussou. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous jugez nécessaire qu'on aille à un référendum quand on sait que la Constitution elle-même a prévu qu'elle pourrait être révisée par voie parlementaire et que l'Assemblée nationale actuelle, sa configuration, répond à toutes les sensibilités politiques du pays? Très bien, ça c'est une belle question. Tel que c'est fait, je crois qu'ils ont suivi, les députés ont suivi la procédure normale acceptée par la loi. Ça c'est indéniable, il faut qu'on soit honnête. Il appartient aux politiques de réfléchir, de savoir qu'est-ce que je veux, où veille. Si nous sommes politiques et élus par le peuple et qu'il y a des lois en vigueur, des lois d'importance, d'envergure cruciale pour toute la nation, je pense qu'il faut reconstituer le peuple encore. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ça la réalité. Donc, c'est une volonté politique. Maintenant, les députés ont fait une option que de faire leur révision au sein de l'Assemblée avec tout ce que ça comporte. Il faut respecter cela. Ils ont agi avec le libre arbitre que la loi lui leur conférait. Et donc, on prend acte. Vous prenez acte. Oui, Distel Amoussou, vous voulez réagir? 3 points. Oui. Le désamour entre le peuple et la chose politique n'est pas le fait du président actuel, parce qu'il a été mentionné. Ce désamour s'observe depuis que l'élite intellectuelle surtout a manqué de maintenir le pont avec, n'est-ce pas, le peuple, pour le dire ainsi. Deuxième chose, on a parlé des députés ont voté, donc on aurait pu consulter le peuple avant et on a évoqué la possibilité de référendum. D'un référendum. Non, c'est méprendre ou méconnaître, ou faire de méconnaître, d'ignorer le rôle d'un député, la qualité d'un député et quel est son statut. C'est un représentant, n'est-ce pas, du peuple. Et donc, appelé à être constamment en contact avec sa base et reverser, n'est-ce pas, les déshydratats de cette base-là, de ce peuple-là, au sein du Parlement. Et donc, pour moi, de façon classique, lorsqu'un député pose un acte au sein de l'hémicycle, c'est qu'il a reçu mandat de ses électeurs, de sa base. Et au Bénin, nous n'avons pas de député par circonscription électorale ou régionaliste, non, par région. On parle de représentants, députés du peuple, on parle de représentation nationale. Que vous soyez élu dans la 3e, 4e, 24e circonscription, vous devenez député de la nation. J'ai une question pour vous, Distel Amoussou, par rapport à ces députés de la nation. Est-ce que parce que l'on est représentant du peuple, député de la nation, que tout est permis? Est-ce que toutes les prérogatives constituées dans la loi sont permises? Est-ce qu'elles toutes jouissent d'une légitimité populaire? Dès que c'est dans la loi. Ça jouit totalement de légitimité populaire. Je ne convoque plus, n'est-ce pas, la légitimité, parce que la légitimité pour moi est subjective. Elle est subjective. Ça dépend de quel côté on se met pour l'analyser, l'apprécier. Voyez-vous. Alors, dès lors que ce qui est fait, l'acte qui est posé, n'enfreint pas la loi, je dis, moi, je regarde ça et je continue d'observer la suite à donner. Maintenant, ce qui s'est passé là, nous n'avons pas pu crier à haut sur le boudet lorsque la Cour constitutionnelle s'est invitée comme ou s'est attribué des droits de légiférer. Et pourtant, c'est les députés qui ont voté la loi pour l'instauration de la Cour constitutionnelle. Et donc, sur ces questions-là, nous ne pouvons pas écouter les humeurs, nous ne pouvons pas écouter les sentiments. Nous devons laisser place. Mais est-ce que les sentiments ne comptent pas, même si on ne tient pas compte peut-être des humeurs, est-ce que les sentiments, les ressentis ne tiennent pas compte dans la République? Écoutez, les députés vous diront qu'ils ont posé un acte en écoutant leur base, en écoutant le peuple. Le peuple qui lui a donné mandat, n'est-ce pas, de prendre, de légiférer à sa Distel Amoussou, place. vous êtes dans ce peuple-là. Est-ce que vous pensez que ce peuple-là avait véritablement besoin de cette révision constitutionnelle, de ces modifications apportées? Je dirais oui. Vous direz oui. On va y revenir beaucoup plus en fond à l'instant, mais j'ai envie de vider une question également avec Emile Guérin, c'est de savoir, pour vous, le député élu de la nation, est-ce qu'il a des limites? Oui, comme je l'ai dit, il appartient aux élus de prendre les responsabilités.
si vous êtes élu vraiment par le peuple, je veux rappeler simplement que la dernière élection législative de 2023, il y a eu 2 millions, un peu plus de 2 millions 500 qui ont voté. L'UP a eu moins d'1 million, dans ce quelques voix. Vous comprenez? Le BR 754 et les démocrates, un peu plus de 600 000 voix. C'est les chiffres à revoir parce que je n'ai pas. Moi, c'est les chiffres officiels que j'ai consultés. Voilà. Je ne les ai pas consultés avant de venir sur le plateau. Donc, vous pensez donc normal que dans une cité, que dans une république, une nation, qu'on veut bien faire les choses, que 2 millions, je leur conseille de mettre les 2 millions de voix. Il suffit de ça pour voter si vraiment cette loi est importante. Si on veut lui donner une envergure nationale, je crois que pourrait, rien ne nous empêche d'aller au référendum. Qu'est-ce qu'il impose? Ça fait un. Qu'est-ce qu'il impose? Qu'est-ce qu'il impose? Bon sens. Ah, le bon sens. Moi, j'ai l'avantage de ne pas être partisan, et en matière politique, et en matière intellectuelle et philosophique, je ne suis pas partisan. Donc, je dis les choses telles que je vois. Et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui savent que la Constitution a prévu deux possibilités, ou pas avoir référendaire, ou au sein de l'Assemblée. Mais je dis, pour une loi telle que vous dites que le peuple en a besoin, quand est-ce que le peuple s'est exprimé pour dire j'ai besoin de retirer cette constitution pour qu'on fasse le développement ensemble? C'est ça la grande question. Ça veut dire quoi? Si vous refusez aux autres de ne pas pouvoir dire que cette loi, cette révision n'a pas une légitimité assez large, mais vous pensez que vous êtes dans une situation de bien-pensance, que non, vous décidez au nom du peuple. C'est ça la question. Alors ça veut dire que dans une nation, il y a certaines personnes qui se donnent le droit de décider au nom du peuple et qu'on ne peut même rien dire à propos. Il faut qu'on accepte tout de blanc que c'est bon. Ce n'est pas possible. Il faut libérer la parole. Il faut libérer la discussion, le débat. Vous dites, mais vous dites que moi, c'est mon approche. Je dis pour lui donner une grande valeur, pour une loi d'envergure, si vraiment ça peut. Encore que le président sortant, s'il vous plaît, est-ce qu'il a eu besoin de cette position-là pour gérer pendant 10 ans? Je crois que non. Il a eu des choses merveilleuses qui ont été accomplies. Mais il n'a pas eu besoin de ça. Encore que lui-même, récemment, et là, je vais chuter, je doute fort qu'il promulgue cette loi parce que c'est un homme de parole, un homme d'engagement. Il dit, je ne veux pas de révision constitutionnelle, vous le savez très bien. Il dit, je ne veux pas de constitution. Mon successeur peut le faire, mais moi, je ne vais pas le faire. Si vous le faites, je ne vais pas promulguer. J'espère qu'il va respecter sa parole. Et puis voilà. Wait and see. Alors, Distel Amoussou, lorsque Oui. je me retourne vers vous, cette révision constitutionnelle, elle instaure les septennats en République du Bénin, désormais pour le président de la République, pour les maires, pour les députés, et également, désormais, elle instaure une nouvelle institution, notamment le Sénat. Avant qu'on y vienne, point par point, il y a une interrogation qui taraude les esprits, c'est de savoir pourquoi effectuer une révision constitutionnelle qui touche le mandat du président de la République dans un contexte électoral où les candidats à une élection présidentielle ont déjà déposé le dossier dans un esprit de quinquennat. Écoutez, avant de répondre à votre série de questions, je vais dire une chose. Votre question, oui. Non, je parle de série de questions parce Oui, que oui. c'est une question globale qui comporte donc Ouais. des sédiments. Donc, non, lorsqu'un intellectuel veut citer un contemporain, il place ses propos dans les contextes. Le chef de l'État a tenu ces propos-là que vous venez de citer dans quelles circonstances et dans quel contexte. Nous n'allons pas faire comme les jeunes sur les réseaux sociaux qui vont piquer des vidéos, des extraits de vidéos et foutre dans n'importe quoi. Nous sommes des intellectuels et à partir de ce Est-ce que moment-là... vous vous attendez à un moment donné à ce que, sous Patrice s'il vous Talon, plaît, après ces propos qui ont fait révision constitutionnelle? Laissez-moi aller au bout de la remarque. Ouais. Donc, je dis, c'est pour moi maladroit de faire ce rapprochement-là et de s'attendre à ce que le chef de l'État ne promulgue pas cette loi-là. Donc, ce n'est pas la même chose. Alors, est-ce que le peuple a eu le temps d'exprimer son besoin de modifier la Constitution avant que de s'engager ou d'attendre le développement? Que le chef de l'État a fait 10 ans, il a fait de belles choses sans avoir à toucher à la Constitution. Il nous échappe très vite le cas du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Nous étions à la sortie de la conférence nationale. Le Premier ministre est devenu chef de l'État. Regardez l'engagement, regardez
les belles choses, regardez tout ce qui a été annoncé, regardez son programme de gouvernement et regardez la disponibilité des institutions de Bretton Woods et autres pour accompagner le Bénin, n'est-ce pas, qui était à reconstruire. Mais quel n'a pas été notre choc lorsque des intellectuels de révolte, du rang d'Albert Thévo-Edré, Nyon-Lonfo Joseph, et qui sais-je encore, à travers notre cause commune, ont plombé cet élan pour des faits politiques. Lorsqu'on est patriote et qu'on est intellectuel, on regarde ça de près, on questionne les faits. Et puis on a ramené Kérékou. Ça a été la possibilité, paix à son âme, le vénéré général Feu Mathieu Kérékou, ça a été la possibilité aux nouveaux riches de s'installer. Avec tout ce qu'il y a eu comme scandale. On a regardé ça. Lorsqu'on est intellectuel, on regarde ces faits de société. Le président Patrice Talon, dans sa tournée de reddition de comptes, a dit... Vous avez oublié Boni, s'il vous plaît, okay. Le président Patrice Talon, dans sa tournée de reddition de comptes, a dit que sous le président Boni Yahi, Mino Djama, et il ne s'est pas mis à l'écart, il s'est impliqué, il a reconnu son implication dans cette dérive. Le médecin qui n'a rien à vendre, vend tout au moins les médicaments ou vole les patients. C'est observé. Tout ceci participe du diagnostic global. Et lorsqu'on a ça sur la table, on se demande qu'est-ce qu'on fait. On a fait les choses sans la révision de la Constitution. La première chose, n'est-ce pas, c'est de donner la possibilité à l'exécutif d'aller chercher les ressources d'abord. Vous venez les ajouter aux ressources propres pour faire des travaux de développement. Parce que le fait est là, que sur un gros projet, le temps d'étude du dossier, c'est 2 ans. Le temps de recherche de financement, c'est 2 ans. Et c'est après 4 ans que vous commencez, n'est-ce pas, l'implantation de votre projet, de l'infrastructure. Vous laissez des éléphants blancs. Aujourd'hui, Boni Yahi, on peut montrer de doigt, n'est-ce pas, certaines réalisations qu'on peut estimer étant des éléphants blancs. Mais ça n'a pas été son fait. Ah bon? Pour le tout, non. Ça n'a pas été son fait pour le tout. Donc c'est la cause du quinquennat? C'est la cause de notre pratique de l'administration. C'est l'odeur, n'est-ce pas, ce qu'on a à faire, on n'y va pas tout de suite. Mais Patrice Talon n'avait pas révisé la Constitution pour y parvenir. Pardon? Patrice Talon n'a pas eu besoin de cette révision constitutionnelle pour pouvoir, comme l'a relevé Guérin, Patrice Talon accomplir Patrice Talon a eu besoin des exploits. Patrice Talon a eu besoin d'un leadership fort, mais très fort. Qu'est-ce qui empêche le projet dans une génération, d'être dans une génération, pareil? s'il vous plaît, dans une génération, un leadership comme celui de Patrice Talon, on n'en voit pas souvent 2 en 30 ans. Et donc, il faut pouvoir permettre à celui à qui nous avons remis la clé de ce pays-là, n'est-ce pas, d'avoir les coudées franches pour travailler. Et donc, le président Patrice Talon... La clé est déjà remise? S'il vous plaît. Ah, ok. Il ne faut pas mélanger les choses. Ok. Le président Patrice Talon, d'abord, a mené le premier pas. Permettre donc à l'exécutif d'aller chercher les financements. Ce qui se faisait, c'est que les lois de ratification étaient attendues. Et donc, si vous avez des bobos politiques avec une majorité qui n'est pas vôtre au Parlement, c'est que vous êtes bloqué. C'est vicieux. Le président Patrice Talon nous a sorti de cela. Il nous a sorti des grèves ciblées, orientées, dirigées contre les actions de l'exécutif, nourries, alimentées par des politiciens. Nous sommes sortis de là. Aujourd'hui, nous voyons avec quelle satisfaction nos élèves, nos enfants, nos apprenants vont à l'école. Pour revenir à la question? Alors, pour revenir donc à votre question, globalement, lorsqu'on a observé tout ceci, comme un médecin, traumatologue, on décide d'opérer.
on décide. Parfois, sans l'avis du malade. Lorsque la pathologie est avancée, très avancée, un pied gangréné, et le patient est passé de charlatan en charlatan, a infesté la plaie de produits divers, un médecin responsable, traumatologue, il passe au bloc. Et il coupe pour la survie du patient. C'est pour ça qu'il faut avoir un leadership assez fort, n'est-ce pas, pour diriger ce pays. Il faut pouvoir prendre des décisions à des moments donnés. Alors, pour ne pas donner l'impression d'avoir à chaque descente de la marina l'impression qu'on est impopulaire, parce qu'on a eu un leadership assez fort, il faut se doter d'outils capables de discuter, n'est-ce pas, chemin faisant, des choses, des pratiques, des modalités à changer dans nos comportements qui plombent le développement. Emmanuel Guérin. Oui, d'abord, je voulais juste comprendre, ce n'est pas ma qui pose les questions, mais je comprends parce qu'à vous écouter, j'ai comme l'impression que c'est monsieur le président Patrice Talon qui a instigé cette révision-là. C'est le cas? Ah, il faudra se demander si c'est une proposition de loi ou... Non, mais c'est clair que c'est une proposition. Le président Patrice Talon est à la tête d'une mouvance. Et la loi a été portée par les deux présidents de groupes parlementaires. Et moi, je ne suis pas assez naïf à ce point pour me dire que le président Patrice Talon n'a pas regardé cette loi. D'accord, je comprends maintenant. Là, merci à vous, Dissela Mousso, pour ce complément-là. Oui, je vais être très franc avec vous. Vous avez fait une belle analyse, même si vous n'avez pas été au bout. Avec tout ce qu'on a connu de 1991 jusqu'à aujourd'hui, c'est exact. Comment? Parce que vous voyez, le président Soglo avait vraiment bien commencé, mais pour des raisons politiciennes et égoïstes, on est allé chercher le général Mathieu Kelkou. Pas que le général Mathieu Kelkou, dans l'aéropage politique du Bénin, pour moi, il demeure l'homme d'État le plus respectable parmi tous jusqu'à aujourd'hui. À part cela, une république n'appartient pas à une personne ou à un groupe de personnes. Je veux bien que le président actuel modifie les lois et fait tout ce qu'il veut. Mais sauf que vous avez oublié certaines choses. En 2016, il a posé le diagnostic, comme vous lui dit, que médiamment. Et après, il dit qu'à l'heure où nous parlons, jusqu'en 2016, que les populations ne faisaient plus confiance aux institutions de la République. La question est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, mon cher Achirou, les populations font confiance aux institutions? Si vous avez la réponse, on continue. Cela dit, pourquoi les populations ne font plus confiance? Parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas honnêtes. Il ne faut pas bien. Vous voulez une loi de cette envergure. Vous dites que bon, vous avez l'option de l'Éternel, des représentants du peuple. Vous finissez de voter et vous allez vers pour leur en parler, pour leur dire quoi finalement? Quand les gens regardent ça, les jeunes regardent ça, vous voulez qu'ils pensent quoi? C'est ça le problème, parce que tout ce qui a été constitué, tel que c'est fait, c'est un peu opaque, s'il vous plaît. Moi, je n'ai rien contre la limitation de mandat, on va en parler peut-être tout à l'heure. Je n'ai rien contre la révision de la Constitution. Mais qu'on fasse les choses de façon respectable, au point de laisser un legs conséquent sociétal à la génération qui arrive. Et quand vous me dites ça, c'est une contre-vérité historique, philosophique et sociétale. Quand vous me dites que dans une génération de 30 ans, il y a à peine un leadership, c'est historiquement faux. On peut en parler tout le temps. Cela dit, une révision constitutionnelle, puisque les gens, les populations, ne font plus confiance, nous sommes tous des citoyens, et les jeunes ne font plus confiance aux politiciens. Et ce qui, moi, m'a laissé sur ma faim par rapport à la gouverne du Parti Talon, quelqu'un qui a vu la situation de 2010 jusqu'à 2016 et qui a promis faire une rupture. Je vais être honnête avec vous, cette révision, il aurait dû le faire depuis. Avoir le courage. Mais il s'est fait que, vous savez, nous, on nous a inculqué un certain dogme, une limitation des mandats qui est un faux problème, et comment vous appelez, enfin, s'éterniser au pouvoir, ainsi de suite. Un faux débat. Comment un faux débat? Mais si je vais vous dire, écoutez, est-ce qu'il y a limitation des mandats en Angleterre? Le Premier ministre peut faire le nombre de mandats qu'il veut.
ça n'empêche pas le développement. Regardons-nous en face pour nous dire des vérités. Est-ce qu'en Allemagne, il y en a? Allons dans les pays du Golfe, c'est la monarchie. Mais c'est l'un des pays les plus développés aujourd'hui. Les nouveaux pays les plus développés, ce sont les pays du Golfe. Mais pourquoi nous, on va calquer ce qui se fait et ce qui tombe aujourd'hui en Occident? On l'amène ici, on nous l'impose et on tue. On ne peut pas tuer pour la démocratie. Ça, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas construire une démocratie en tuant, en s'asseyant sur des fauteuils ensanglantés. Ce n'est pas possible. Alors je voudrais dire, toute réforme qui n'est pas adoubée par sa population, vous la laissez tranquille. Pourquoi? C'est-à-dire que si vous êtes le plus illuminé, le plus intelligent, et que votre peuple ne l'accepte pas encore, c'est quelqu'un qui n'est pas encore mûr. Laissez le temps venir, il sera mûr. Si nous ne voyons pas les choses comme ça, c'est comme si aujourd'hui on me dit, oui, quand les colons venaient pour nous coloniser, nous n'étions pas civilisés. Et ils l'ont fait par force. Ça veut dire, est-ce que ça a réussi? Ça a destruit toute notre société africaine et ailleurs. Et donc, quand vous venez dire, il faut faire des réformes pour prendre le risque d'être impopulaire, je dis c'est un oscillement politique et philosophique. Lorsque vous, dirigeants, faites bien, on a connu des périodes monarchiques, nos rois, il y a des rois qui sont très bons pour la population, des rois qui ne sont pas bons. Vous ne pouvez pas faire une réforme qui va dans l'épanouissement et l'émancipation des peuples pour que le peuple ne puisse pas vous remercier. C'est faux. Et moi, vous savez, vous dire, tout ce que nous apprenons à l'école, c'est tombé aujourd'hui. La crise covidienne a montré que les considérations, les théories académiques ou universelles sont tombées. Ça ne marche plus. Donc, chaque peuple doit inventer son mode de gouvernance qui nous sied. C'est ça la réalité. Mais quand vous venez nous dire que, bon, parce qu'ils sont des députés, élus par combien? Le système même est déjà problème, sibyllin. Le système, tout le système électoral. Système démocratique, oui. C'est ça que vous estimez? Donc moi, quand en 2016, j'avais rêvé quand le président Païtano parlait de la rupture. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, droit dans les yeux, qu'il n'y a pas eu de rupture. Il y a juste eu un changement de leadership, comme vous le dites, sur sa perception philosophique politique. Parce que quelqu'un ne peut pas avoir fait tout cela. C'est pour moi pas depuis 1990. C'est la gouvernance, mais ce n'est pas une invective que je trouve l'une des plus absurdes. Pourquoi? Bref, vous ne pouvez pas avoir fait de belles choses et drainer le lit aux politiciens, à ceux qui tiennent leur baraque politique. Le président Talon est le président le plus généreux envers les partis politiques. Ce qu'il a fait, là, quand il ne sera pas là, puisqu'il n'est pas éternel, aucun président ne va changer. Mais ça arrange ceux qui nous gouvernent, ceux qui s'asseyent. Et plus grave, qui se permet de luxe, de prendre l'argent du contribuable et de financer ses partis politiques. Et qui a plombé sa gouvernance. Il n'a pas besoin de ça. Il aurait dû s'accrocher à ceux qui l'ont élu. Parce qu'en 1987, je dois vous rappeler que la majorité des partis politiques n'étaient pas allés vers Patrice Talon. C'est le peuple qui l'a porté. En 2016. En 2016. Oui. C'est le peuple qui l'a porté. Ils étaient prêts à aller vers Zissou, vers Adjavon, ainsi de suite. Il y a un petit groupe de partis politiques qui l'ont soutenu. Mais le peuple a dit, nous le voulons. Si on ne l'avait pas élu en 2016, on l'aurait réclamé aujourd'hui. C'est ça un gouvernant. À un moment donné, il s'est écarté, il est devenu hors sol, il s'est écarté de son peuple. Et puis, on nous avait parlé de comment vous appelez les trucs là? Il y a un terme, normocommunication ou quelque chose là. Après, il a compris qu'il faut parler à son peuple, il faut s'adresser à son peuple. Voilà ce dont les Béninois avaient rêvé. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous parlez de ceux qui ont fait le Bénin du futur, non, oui, où la génération à venir, certains groupes de jeunes qui se sont agglutinés autour du président Mathieu Kérékou, pour se devenir plus riches. Il n'y a pas un relève de qualité. Vous vous souvenez? La relève de qualité n'a pas eu lieu, malheureusement. Chose curieuse, en tant que citoyen, je constate que le président Talon ramasse tous ceux qui ont fait Yahi, ceux qui ont fait Kérékou, et puis il les met là, ils gouvernent ensemble. Alors vous voulez qu'on dise ce sont des Béninois. Bien sûr, mais quand vous voulez faire une rupture, puisque lui, il a parlé de ceux qui ont gouverné avec Kérékou ou Yahi, ainsi de suite. Et puis vous amenez les autres, et la jeunesse est là, vous dites que vous avez fait une rupture. Il n'y a pas eu de rupture, s'il vous plaît. C'est le même système qui continue. Parce qu'une rupture politique, c'est une rupture de système. Une rupture systémique, au risque de déplaire, il va simplement déplaire aux politiciens, mais pas à son peuple. Mais pas à son peuple. Distel Amoussou, je me retourne vers vous tout à l'heure. Lorsqu'on comprend un peu
votre développement, on a comme l'impression que vous justifiez un peu pourquoi l'instauration d'un septennat. Mais le Sénat, pourquoi le Sénat? Mais avant de répondre à votre question, J'étais sûr. j'ai comme l'impression que mon cher ami, il dit une chose et la seconde d'après, il dit exactement le contraire. C'est un exercice très difficile pour lui. Il n'a pas envie de se dévoiler. Il veut marcher sur une corde raide. Il ne veut pas se faire cataloguer opposant. Il ne veut pas se faire cataloguer mouvancier. Et donc, du coup, il est dans une sorte de dualité permanente. Non, non, il faut dire la chose. La parole est libre. Je l'ai entendu dire tout à l'heure, il faut libérer la parole. Mais vous êtes sur un plateau. Parlez. Faites-vous plaisir. Ce qui se passe, c'est qu'il faut un leadership assez percutant pour continuer la pérennisation, n'est-ce pas, de tout ce qui a été réalisé il y a 10 ans sous le leadership du président Patrice Talon. Il ne vous échappe pas. Le dauphin n'est pas assez percutant? Qui ne vous échappe pas. Que je suis venu en politique sous le leitmotiv de la pérennisation des réformes structurelles et fonctionnelles sous le président Patrice Talon. Et je suis très heureux. Je suis l'un des hommes les plus heureux du Bénin aujourd'hui à constater que tout est en marche, n'est-ce pas, pour la pérennisation de ces réformes-là. Pour que le Bénin ne retombe pas dans cette travers, à travers une rechute de pathologie. Vous savez, vous pouvez être un bon technocrate, bon teint et tout. Lorsque au Bénin, vous n'avez pas l'appareil politique en main, vous ne pouvez rien faire. Le président Soglo en est une illustration parfaite. Vous m'avez posé une question par rapport à la Sénat. Au Sénat. Le Sénat, la Sénat. Ouais, donc, poser une question par rapport au Sénat. Pourquoi l'instauration du Sénat? Cela répond à notre sociologie, à notre culture, à notre être, à ce que nous sommes. Mon cher ami, tout à l'heure, fort heureusement, a reconnu que le Bénin doit affirmer son identité et que nous ne pouvons pas nous développer à travers les clichés des autres peuples. Et donc, nous devons faire appel à notre génie. Notre génie qui connaît notre être, notre culture, notre société. Et donc, il ne nous échappe pas que dans nos royaumes, en tout cas pour les culturels en Diatando que je connais mieux, le roi, tout souverain qu'il est, ne peut pas prendre des décisions seules. Il y a les azaglogans, ce qu'on appelle communément les gardiens du temple, qu'ils consultent. Parmi eux, il y a le Boukono, il y a le Si, il y a le Ça. Ils discutent avant que le tout souverain ne sorte, prononce les paroles fortes et prenne des décisions. C'est dans notre culture. Nous ne sommes pas allés chercher ça ailleurs. Quelle faute y a-t-il à chercher à structurer notre État, le fonctionnement de nos institutions de cette façon? Nous allons nous y retrouver mieux que dans le modèle démocratique occidental qui est en panne aujourd'hui parce que ne répondant pas, n'apportant aucun élément de développement. Il n'y a que les litanies autour de la liberté de la parole, des droits de l'homme. Est-ce que le développement ne fait-il pas partie des droits de l'homme? Quel peuple est assujetti à la famine? Quel peuple est obligé de chanter démocratie le matin et d'aller dormir le ventre creux le soir? Il faut pouvoir donner des repas chauds à nos enfants. Moi, je fais partie de ceux qui ont chanté Lénine et cité Engels dans ce pays. Hein. Mais ça ne nous a rien apporté. Hein. Allez en Chine aujourd'hui et comparer la Chine aux pays occidentaux que nous connaissons, que vous connaissez. Il n'y a pas photo. Le Bénin a décidé, à travers, de toutes les façons, ce président actuel, et avec le soutien de tous les acteurs politiques appartenant aux deux grands blocs qui le soutiennent, de changer le paradigme. C'est ensemble que nous allons construire demain
le Bénin, le futur. Et nous devons nous éviter à taire nos querelles. Regardez, depuis 10 ans, le Bénin vit sous le clivage Talon Boni Yayi. Et Boni Yayi a gouverné en regardant dans le rétroviseur Patrice Talon. C'est pour ça qu'il a foutu le nez dans le mur. Et Talon arrive au pouvoir, tous les discours, tout le narratif se construit en comparaison à ce que Boni Yayi a fait. Boni Yayi a géré 10 ans le pays. Il a des sympathisants, des soutiens. Je parle des acteurs de la rupture. Tous les discours, tous les narratifs aujourd'hui, au lieu que de faire la promotion des actions, de belles actions posées par le gouvernement Patrice Talon, s'inscrivent dans une démarche comparative avec la gestion d'il y a 20 ans de Boni Yayi. Ce discours, on l'entend souvent. Est-ce que vous pensez que les acteurs politiques se réclamant d'une opposition politique ont comme devoir de promouvoir les actions ou les prouesses de leurs adversaires politiques? Non, ce n'est pas... Il semble que vous ne me comprenez pas. Hein. Je dis les acteurs de la mouvance. Ils ne le font pas parce qu'ils sont après en opposition politique. Est-ce que vous voulez me comprendre? Allez-y. Je dis, sur le factuel, si vous êtes acteur politique, vous faites la promotion de ce qui est fait de bien, non? Ce que vous avez contribué à faire de bien, non. C'est ça que vous faites, non. Mais qu'est-ce qu'on observe? On observe que on implante un miroir et on présente ce qui est fait aujourd'hui devant ce miroir-là, qui est constitué des dérives ou des dérapages de Boni Yayi. Je dis ça n'est pas une bonne démarche communicationnelle. Okay. Fais bien ce que tu as à faire et fais-le savoir. C'est la meilleure démarche. Boni Yayi a gouverné ce pays, on l'oublie, il y a 10 ans. Il y a quoi, 20 ans derrière. Ça commence par faire tard. Et donc, il faut ôter le Bénin, n'est-ce pas, de la pression de ces hommes politiques-là, les mettre ensemble dans une sorte de sous-labre à palabre, pour qu'ils se parlent entre eux. Pour qu'ils regardent. À quelle fin? Au fait de continuer à renforcer la cohésion du Bénin. Au fait de continuer à voir nos personnalités ressources que constituent Patrice Talon, Boni Yayi, les anciens présidents d'institutions, c'est des banques de données. Il ne faut pas les galvauder, il ne faut pas les vendanger. Il faut les mettre quelque part, n'est-ce pas, tirer d'eux les apports et contributions pour la gestion équilibrée, apaisée, n'est-ce pas, de notre pays. Est-ce que vous ne voyez pas... Et les envoyer de temps en temps dans nos amphithéâtres parler aux jeunes étudiants. Alors, Emel Guéreg, vous, quelle est votre appréciation sur cette composition du Sénat? Oui, elle est intéressante, mais avant, je voudrais exhorter mon co-débatteur à ne pas me psychanalyser. Vous n'en savez rien, dire que j'ai peur d'être caricaturé, opposant ou d'être mouvancier. Je m'assume. Je suis un franc-tireur. Vous comprenez? Et moi, je dis les choses, je suis un des plateaux de télévision à travers l'Afrique et le monde, s'il vous plaît. Et donc, quand je dis ce que je pense là-dessus, vous comprenez? Et c'est ça le problème du Bénin, ou de beaucoup de pays africains. Nous sommes une société à outrance politisée, judiciarisée. Ça fait que ça plombe les relations. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train de nous donner une bien-pensance. C'est le mainstream, la doxa, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que c'est bon, ou on ne peut pas dire c'est bon, mais. Et pour la majorité des Béninois, c'est oui ou c'est non, ou c'est blanc ou c'est pas possible. Il y en a qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons, et il faut le dire. Ce n'est pas parce que je dis que c'est bon que forcément je suis de l'autre côté. Et c'est ça le problème des politiciens. C'est pour cela que je dis, monsieur le président Patrice Talon n'est pas allé au bout pour qu'on puisse constater la rupture. Il a fait le lit aux politiciens. Il leur a donné trop de l'eau fraîche à boire. Et il va avoir forcément les conséquences. Vous savez ce que ce pavé me dit. La réalité du pouvoir, comme Abdou Diouf a écrit dans ses mémoires,
il parle de la solitude de l'homme au pouvoir. À un moment donné, vous vous sentez seul. Parce que vous pensez que toutes les décisions que prend le président de la République, tous les ministres qui l'entourent ou tous ses conseillers sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais comme c'est lui qui a le pouvoir, il se suit. Mais le moment venu, il ne verra plus personne parce qu'ils savent que son temps est en train de finir. C'est ça la réalité du pouvoir. Alors, pour revenir au Sénat, je voudrais rapidement vous rappeler l'historique du Sénat. C'était romain. Après les Grecs, puis après romain. Et quand le Sénat a été constitué, ce n'était pas une élection, pas des élections. C'était des aristocrates qu'on y mettait dedans, ainsi de suite. Pourtant, ça a fait son chemin et ça a apporté de belles choses. Malheureusement, le Sénat, à un moment donné, a commis une grave erreur en pensant que Jules César voulait devenir empereur ou roi. Ils l'ont assassiné avec 14 coups de couteau. Et qu'est-ce qui s'est passé à travers une guerre fratricide tribale? C'est le fils adoptif de César qui a fini par devenir empereur et Rome connaîtra près de 2000 ans d'empire. C'est ça la réalité. C'est pour dire en fait quoi? C'est ça que je voudrais aussi démystifier de façon objective. Arrêtez de penser qu'une démocratie s'exprime toujours par une élection. Ce n'est pas vrai. On constate. Mais écoutez, pourtant, d'autres estiment que le Sénat, faisons le débat ailleurs, intellectuel et il est scientifique. électif. Un débat intellectuel et scientifique. Qu'est-ce que vous appelez développement? Pour moi, ce n'est pas forcément les belles infrastructures, de la modernisation, mais les populations. Je viens de donner l'exemple des pays du Golfe. Il y a combien d'élections? Vous allez au Qatar, vous n'avez pas trouvé de chômeurs, ni de locataires. Tant que vous êtes originaire du pays, ces choses n'existent pas. La Libye nous l'a expérimenté, par exemple. Au-delà de ça, même si on ne lui a pas laissé le temps d'aller au bout, le Burkina Faso, à l'aide de Sankara, était encore dans un régime sous-alimenté. Mais il a sorti de ce pays de la sous-alimentation en 5 ans seulement. Si nous tous, nous convoitons la Chine et autres là, c'est pour dire que ce sont les hommes qui font les institutions. C'est pour cela que je n'ai jamais été d'accord avec Barack Obama quand il affirme que l'Afrique a un problème d'institutions crédibles. Je dis c'est faux. Quelles que soient les institutions, quoi qu'élues, de quoi nous parlons, l'Assemblée est là, pas une élection. Mais le peuple ne se voit pas à travers cela aujourd'hui. C'est factuel. Qu'est-ce qu'il vous le fait dire? Ils n'ont pas escaladé les murs pour se retrouver au Parlement. Oui. Et donc, ils ne se retrouvent plus à travers cela aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc, ne nous enfermons pas dans un schéma figurique pour dire que comme ils ne sont pas élus, ils ne peuvent pas bien faire. Ils peuvent bien faire. Et je vais vous démontrer en plus même que si cela a été fait, enfin si cela se fait réellement, c'est-à-dire si la loi a été promulguée, ce Sénat aujourd'hui, à l'heure où nous parlons là, serait l'institution la plus démocratique. Ça vous surprend. Très bien. Je prends le président Talon. Il y a une frange de population qui est derrière lui. Il reprend tout cela dans le Sénat. Je prends le président Yahi Boni. Il représente tout cela dedans. Il dit Kola Olé, tout ce que vous voulez, Robert Dessous. Vous voyez combien le Bénin est suffisamment représenté. C'est de ça qu'il est question. Donc moi, je ne m'attends pas forcément à avoir un Sénat électif. On va retomber dans les mêmes erreurs que les Occidentaux. Passons aujourd'hui en Occident, je peux vous garantir que la 5e République française va tomber bientôt. Qu'est-ce qu'ils vont y mettre? Nous ne savons rien. Et donc, pour ma part, s'ils ont envie de bien faire cela, et ça va constituer, c'est vrai que si les prérogatives de ce Sénat ne le conduisent pas à rentrer en collusion avec le pouvoir exécutif, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que, vous savez, aux États-Unis, l'un des pays qui fait la promotion du Sénat, il y a par contre des blocages des lois parlementaires. Si on n'en arrive pas là, je pense que ce serait une bonne chose pour réunir tout le monde. Un Sénat qui peut déchoir les citoyens de leurs droits civiques et politiques. Bon, ce n'est pas ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire que lorsque vous savez, la démocratie ou l'expression libre n'est pas des invectives. Lorsque vous dites, vous invectivez quelqu'un, un gouvernant, ce n'est pas de notre culture, s'il vous plaît. On n'a pas besoin d'invectiver, on n'a pas besoin de diffamer, de calomnier. Ou même on n'a pas besoin de transposer la vie privée d'un politique forcément dans la vie publique. Ce n'est pas possible. Moi, je vais vous conter une petite anecdote. Il est arrivé qu'un chef d'État africain, je ne veux pas appeler son nom,
où il était en période de campagne, mais c'est fait qu'une de ses maîtresses était parmi nous, avec l'équipe qui l'accompagnait. Et dans l'avion, on a tous constaté que c'est la compagne du président, mais qui était légalement mariée. Mais on s'est réunis, nous, les journalistes, on a dit, personne n'en parle. Personne n'en a parlé. Et la République continue. C'est comme ça la vie politique. Donc, il ne faut pas penser que parce que... on a vu la maîtresse du président de la République, il faut tout de suite... Allez dire, c'est un scoop, et puis on dit, c'est pas bien. Il faut respecter la vie privée des gens. C'est un sujet qui intéresse Kader. Non, non, pas du tout. C'est pour ça qu'il reprend. Quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Donc, pour finir, je veux dire, si le Sénat veut bien faire, il va bien faire. Je vous donne un exemple simple. Quel que soit le nom qu'on leur donne ou pas, ce sont quand même des fils du Bénin qui sont à l'extérieur, ils estiment que le pouvoir leur en veut. On les appelle les exils politiques. Il y en a des prisonniers. Encore qu'il y a des personnes que je connais très bien, qui ne sont ni politiques ni rien, qui ont subi des acharnements les plus farouches, féroces, persécutions des proches du chef de l'État et qui ont dû se retirer à des moments donnés. Mais comme c'est des gens qui sont des hommes d'honneur, qui ne veulent pas pleurnicher sur leur sort, ils se sont tués pour que le jugement divin s'applique. Cela dit, ce Sénat peut aller voir le chef de l'État. Il dit, nos enfants qui sont en exil, on fait quoi? Ceux qui sont en prison, on fait quoi? S'ils reconnaissent, j'ai commis des erreurs, on les pardonne et on les ramène. Donc pour vous trouvez utile ce Sénat-là à la République? Et d'ici, on veut bien faire. Si ceux qui la composent veulent bien faire. Parce que cela est difficile, ce Sénat-là, que le président de ce Sénat puisse prendre des décisions solitaires. C'est cela difficile. Par contre, quand vous rentrez dans l'Assemblée, c'est vite fait, hein, il suffit de... Comme ils ont l'habitude, ils voulaient le dire, de glisser de malades, et ainsi de suite, et puis les lois passent. Qui a l'habitude de dire ça? C'est vous qui venez de dire. Vous venez de dire que autrefois, l'ancien système, c'est-à-dire notre passé honteux, je veux dire, ça se faisait. Votre rappel du passé honteux. Et ils l'ont dit publiquement. Je n'ai jamais parlé de mallette ici. Ah mais non, mais... Vous avez rappelé le passé honteux. Ça vous n'a pas besoin de parler de mallette. Quand vous dites en diamant là, vous voulez dire quoi en diamant? C'est ce que je veux dire simplement. J'ai repris sur le thème. Moi je... Vous êtes très prudent. Oui, en plus de ce que je suis un communicant, je suis un homme politique, donc je fais très attention à mon propos et à mes propos sur le plateau. Tout à fait. La logique est encore plus cinglant que le mien. Je voudrais dire, si moi, ce Sénat se constitue comme un conseil des sages, des anciens, comme Napoléon Bonaparte Ier l'avait désigné, le conseil des anciens, je crois que ça peut changer des choses. Pour que ceux-là qui ont 10 ans de pouvoir, parce que n'est plus le même. Mais ce petit grain de sagesse, il va en avoir. Yahi Boni, et le président Soglo, il dit qu'à l'Assemblée, ils ont acquis des expériences. Adrien Oumbedi, Bruno Amoussou, Mathieu Kofinago, Robert Dossou, Théodore Olo. Pourquoi cette réticence? Je reviens. Ce sont les politiciens même qui n'ont pas su donner de la crédibilité à leurs actions. C'est pourquoi lorsque une loi sort, on commence par aller dans tous les sens, on ne s'assoit pas à la tête froide pour les analyser avec intellectualisme, avec sagesse pour dire qu'est-ce que ça peut apporter. Et moi, en tant que spirituel, en plus, je transcende les choses. Je dis, ne prenons pas mal tout ce que nos gouvernants ont fait depuis 30 ans. Patrice Talon a au moins ce mérite de mettre à nu le système, de montrer, d'exhiber les failles de ce système que je décris depuis longtemps. Et ça devrait nous permettre à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut changer? Et ne pas retourner en arrière, comme le sujet les conférences. Et donc, si nous avions, si ce Sénat, pour conclure, ce Sénat peut avoir vraiment de la sagesse, pour ne pas faire le choix d'un seul camp, ou pour ne pas être là, pour constituer un handicap, un obstacle pour le président, l'exécutif à venir. C'est pourquoi il dit, cette discussion, les gens se disent, mais pourquoi c'est maintenant que le président Patrice Talon fait partie qui suivait cette loi, alors qu'il aurait pu là tout le temps la majorité. Pendant les 10 ans, il a la majorité et il ne l'a pas fait. Voilà, ça demande une question que vous pouvez, si vous devez nous apporter des réponses. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors, répondre à cette question, c'est répondre à pourquoi est-ce que le président Patrice Talon, lorsque candidat pour la première fois en 2016, donc en 2015, il proposait de réviser la Constitution si les Béninois compostaient son billet pour aller à la marina.
Et quand il est arrivé, il a tenu parole. Il a cherché à réviser la Constitution. Vous vous rappelez tout ce qu'il y a eu? Dites-nous. Non, vous êtes un historien du présent, donc vous savez. Il y a eu blocage. Père à son âme, Madame vient Rosine Tsoglo et tout. On connaît. Une autre fois, il a essayé. Vous avez vu ce qu'il y a eu? Blocage. Par la classe politique. Et pourtant, ils savaient tous, autant qu'ils sont, que les modifications souhaitées n'étaient pas pour la pérennisation du président Patrice Talon sur le fauteuil de la Marina. Et pourtant, c'est ça qu'ils mettent au devant. Ils exploitent cette peur bleue qu'ont les Béninois de toucher à une virgule de notre Constitution. Et pourtant, la Constitution devrait être dynamique. Aucune Constitution n'a le droit d'être statique. Elle peut être touchée à tout moment, au gré À des tout humeurs. moment, s'il vous plaît. Au gré des humeurs des acteurs Je politiques. dis ce soir et demain matin. Au gré des humeurs des acteurs politiques. Ou de leurs intentions politiques, ou de leur vision politique. Mon vis-à-vis nous a dit tout à l'heure que la majorité ne fait jamais la révolution et que la révolution se fait par la minorité. J'espère que je vous cite correctement. Oui. À partir de ce moment-là, l'intuition, les bons réflexes, les options, la constitution de notre pays donne au président de la République, n'est-ce pas, le pouvoir, le droit de définir la politique de notre État dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et donc, sur des questions de développement, si le besoin se fait sentir, et s'il faut toucher à la Constitution, il faut le faire. Est-ce que vous voyez? Moi, c'est mon point de vue sur la question. Mais l'exemple romain et tout, César, on n'a pas besoin d'aller loin. J'ai cité l'exemple de nos rois, de nos souverains, dans l'air culturel à Diatado, pour ce que je maîtrise. Le roi ne se lève jamais, le souverain ne se lève jamais pour dire des choses ou poser des actes tout seul. Ça n'est pas possible. Donc, Ça n'a jamais été possible. en conclusion, pour Dissé Lamoussou, cette révision constitutionnelle est une avancée. Une bonne avancée pour notre pays. Une avancée aussi pour Qui vous, va- qui Emmanuel va- Guéné. Je qui ne va peux- continuer. Je ne peux pas le dire si je ne les vois pas en action, en activité. Il faut que je les vois. Parce que moi, je n'ai pas confiance aux hommes politiques. Elle m'a dit la différence entre moi, ma ligne philosophique et idéologique, c'est que je suis anti-système. Je suis contre ce système-là qui dit, bon, si vous voulez, vous pouvez déchirer, la Constitution, c'est une de papier, il faut la déchirer comme vous voulez, modifier, mais c'est des considérations égoïstes et personnelles. Et c'est dangereux pour une nation. Ça ne rassemble pas. Si c'est le cas, ce ne serait pas une bonne chose, c'est encore une fois du gâchis pour le peuple. Le septennat vous a prouvé. Bon, vous savez, moi, ma position, c'est ça qui pose problème, en fait. Je dis, mais pourquoi c'est maintenant? Et quand vous me dites que le président Talon craignait qu'il ne s'éternise au pouvoir, mais c'est ça, non, quand vous êtes c'est un pas le homme président d'État. Talon qui craignait. La classe politique. Oui, il craignait la classe politique, il a dit Il ne lui-même. craignait pas. C'est la classe politique Mais qui c'est- craignait. Non, mais lui-même l'a dit. Il a dit clairement, bien sûr, que le Béninois tient, la limitation des mandats est très chère pour le Bénin. Vous comprenez? Quand vous avez ça en tête, vous limitez vos champs d'action. Vous limitez votre grandeur de leadership. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas aller loin au fond des réformes. Alors, quand vous revenez, et comme ça, ce qu'on a sorti comme système partisan, le pouvoir est trop donné aux politiciens. Je vais dire pourquoi. Et ça va créer un état profond au Bénin. C'est parce que si je suis jeune ou j'ai envie de faire la politique, on me contraint d'aller adhérer à un regroupement d'hommes qui se sont entendus sur un minimum, créer leur association, et qui se greffent sur le budget national. On nous oblige à y adhérer. Mais ce n'est pas possible. Ça, c'est Je nos dis- débats. Ça, c'est nos débats. Non, mais qu'est-ce que vous Mais pensez de ce qu'il attendez. dit de la réforme du Non, système partisan? Non, c'est nos débats. Je ne suis pas venu Mais, sur ce mais plateau. écoutez, mais Parce écoutez, qu'on a tellement si- parlé de si ça. nous en sommes là aujourd'hui, On est si même on- presque- Je suis on- militaire on- de parti. Je est- ne suis pas tout venu à à fait. un parti le politique. On est même à plus la grand grief, fin. le plus grand grief qu'on peut reprocher à M. Pétalon, c'est le système partisan. C'est ce que je me dis. Qui a D'avoir noyé- donné trop d'eau qui a fraîche noyé au- un peu ses actions positives. C'est ce que je suis en train de dire. Et attendez, quand vous voulez prendre des décisions hardies dans une république, il faut voir toujours dans l'intérêt du peuple. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis une consultation populaire, c'est-à-dire un référendum aurait arrangé et pérennisé davantage
cette loi, cette révision. Non, Parce que merci tous à ceux vous, qui parlent Amel comme ça, Guérin. que le président. Tous ceux qui parlent comme Mais ça, quand je vous les dites- appelle des naïfs politiques en fait. Voilà, vous êtes prétentieux. Non, non, C'est pas je ça. le dis, je le Parce que dis. Quand vous dites, par exemple, Je le dis quand sans vous nous état dites- d'âme. Quand vous nous dites, par exemple, que le président a le droit de modifier la Constitution comme il le veut, selon lui, ça veut dire que cette loi va être révisée par un président qui verra que je vais ce vous Sénat dire- n'est pas je vais vous important, rappeler- ceci n'est pas important. je vais vous rappeler C'est une très phrase. grave. Oui, dis ça, la C'est Moussa. très grave. Je vais vous rappeler une phrase de ma mère, dame Feu Rosine Vieira Soglo. Au Bénin, les Béninois n'élisent pas un président. Ils votent contre un président. Et au finish, c'est la Cour constitutionnelle qui désigne le président pour les Béninois. Donc tous ceux qui parlent de référendum là, moi je les regarde droit dans les yeux pour dire qu'ils sont des naïfs politiques. Si le président Patrice Talon veut, si le système actuel, le système politique actuel de la rupture veut aller au référendum, Vous êtes nous irons au référendum, on va vous battre. Qui vous voulez battre? Qui va battre le peuple? Ce que vous dites Vous comprenez? est très dangereux pour Parce que l'éthique c'est en quoi? politique. Le référendum, c'est un vote. Ce n'est pas de la magie. C'est un vote. C'est un oui, c'est un non, c'est un oui mais. Pour le cas béninois. Mais on parle de vote. Vous voulez dire qu'il y aura. Il y a... Mais de quoi vous parlez? Monsieur... Ne perdons pas le temps. Moi, je dis, moi, je ne perds pas mon temps. Je vais vous dire la vérité. Oui, vous dites-moi. êtes intellectuellement dangereux. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas de contradiction. Quand quelqu'un dit qu'il faut référendum, vous êtes la bien-pensance. Non, mais c'est du spectacle. Vous connaissez plus que tout le monde. C'est du et que c'est spectacle. ça. Et puis vous avez l'autre. C'est du spectacle. Attendez, vous dites on va vous battre. Vous qui on veut battre? Bon, Moi, dans un jeu enfin, politique- vous les acteurs politiques demi-terre. Merci à vous, Distel c'est- Amoussou. Écoutez-moi Oui. bien, c'est dangereux ce que vous dites. Pas d'invectif, s'il vous plaît. C'est dangereux ce que oui, mais moi je ne vous ai pas apostrophé. Je suis venu ici pour Tout à faire un fait. débat objectif et technique. Tout à fait. Vous comprenez? Alors ne dites pas que, ne mélangez pas les choses, c'est pas sérieux. Je vais vous dire, en matière politique, il faut faire la question de l'éthique. Je dis bien de l'éthique. Ce que vous dites, ça montre, ça donne une leçon aux jeunes. Qu'en fait, en réalité, il n'y a pas l'éthique en politique. Moi, je prône l'éthique. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fera que les populations auront confiance à nos institutions. Qu'est-ce que vous Quand appelez? quelqu'un vient lui dire que c'est la Cour. Vous énoncez la des Cour concepts constitutionnelle, comme ça en l'air. je vais vous pour finir là, Oui, pour finir, je vais vous vous voulez donner juste un conclure? exemple qu'un historien m'a conté, qui est extraordinaire, dans la royauté d'Aboumé. Le roi d'Aboumé, dans la constitution non écrite, les textes, il a dit qu'un roi, un fils d'Aboumé ne tuera pas un autre fils d'Aboumé. Vous comprenez? Ah, vous, si vous évoquez Et la là- tuerie des gens d'Abomey, et là- moi, c'est pas un problème. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sur ce plateau pour ça. Par une machination sordide, le roi a été trompé et il a donné l'ordre de tuer quelqu'un jeune qu'on lui aurait orienté à avoir commis un meurtre. Alors après investigation, on a trouvé que c'était faux. Le conseil des sages dont vous parlez s'est réuni. Vous savez ce qu'il a fait? Il a destitué le roi. Il a ligoté. Il a purifié proprement et il a réinstallé pour dire le roi ne doit pas faire ça. C'est pour dire quoi? Il ne peut pas avoir de réforme. Il ne peut pas avoir de politique qui en amène à la vie des citoyens. Merci à pas vous, possible. Emel Guérin, pour vos analyses et opinions. Je rappelle que vous êtes consultant en gestion des crises et en communication et en géostratégie. Distel Amoussou, un petit commentaire pour conclure. Non, non, je remercie nos amis internautes. J'espère qu'ils ont pu faire l'effort comme moi de suivre ce débat. Et voilà, donc, on se dit à très bientôt. Distel Amoussou, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.